c'est Esther Grace. Sur Douce Histoire, je me réjouis de vous retrouver ce soir à notre rendez-vous nocturne. Blottissez-vous sous votre couette, éteignez les lumières et laissez la journée doucement s'éloigner. Infinie gratitude pour votre présence et pour vos commentaires que je lis tous les soirs. Avant de commencer notre histoire, respirez avec moi. Inspirez doucement, expirez. Laissez cette histoire vous transporter. Votre soutien par un like, un commentaire bienveillant et un abonnement nourrit ce projet. Bonne écoute et que votre nuit soit paisible. Marguerite posa délicatement sa tasse de café sur le comptoir en acajou patiné de sa librairie et regarda à nouveau le petit carnet violet qui reposait là depuis maintenant 3 jours exactement, posé bien en évidence à côté de la caisse enregistreuse ancienne qu'elle refusait obstinément de remplacer par un système moderne. Le carnet était de taille moyenne, avec une couverture en cuir violet légèrement patinée par le temps et l'usage, et dès qu'elle l'avait trouvé ce mardi matin, en ouvrant la boutique, abandonnée entre 2 volumes de poésie symboliste, de Mallarmé et de Verlaine. Dans la section la plus reculée de la librairie, où peu de clients s'aventuraient habituellement, elle avait senti qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans cet objet qui semblait vibrer d'une histoire encore non racontée. Marguerite avait 72 ans et elle tenait cette librairie de livres anciens du 6e arrondissement depuis maintenant 45 années, durant lesquelles elle avait vu défiler des milliers de clients au visage, aux histoires infiniment variées, et elle avait manipulé des centaines de milliers de livres qui avaient tous leur propre personnalité et leur propre passé. Au fil de toutes ces décennies passées entourées de volumes anciens et de lecteurs passionnés, elle avait développé cette capacité presque surnaturelle à lire les gens et les objets comme d'autres lisaient les livres, à deviner les histoires cachées derrière les apparences, à comprendre les besoins non formulés des clients qui franchissaient le seuil de sa boutique. Elle savait reconnaître au premier coup d'œil un volume précieux caché sous une reliure modeste et abîmée. Elle devinait les goûts littéraires d'un client, rien qu'à sa manière de parcourir les rayonnages avec ses doigts qui s'attardaient sur certains titres et en évitaient d'autres, et elle comprenait souvent les histoires secrètes qui se cachaient derrière les livres que les gens venaient lui vendre dans des moments de leur vie où ils avaient besoin d'argent ou simplement besoin de se délester d'un passé devenu trop lourd à porter. Elle avait appris à lire dans les annotations marginales les traces de vie entière, dans les ex-libris collés sur les pages de garde, les témoignages de bibliothèques familiales dispersées, dans les dédicaces écrites à l'encre délavées les échos d'amour et d'amitié depuis longtemps disparus. Ce matin de vendredi, Marguerite se tenait debout derrière son comptoir, dans la lumière dorée et poussiéreuse qui filtrait à travers les hautes fenêtres de sa boutique, située au rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien dont la façade en pierre, blonde, brillait doucement sous le soleil d'automne, et elle contemplait ce carnet violet en se demandant pour la 100e fois au moins qui pouvait bien en être le propriétaire et pourquoi personne n'était encore venu le réclamer, malgré l'annonce qu'elle avait placée bien en évidence sur la porte d'entrée avec les mots « carnet violet trouvé »
se présentait au comptoir écrit en lettres élégantes à la craie sur un petit tableau noir. Elle avait d'abord hésité à ouvrir le carnet par respect pour la vie privée de son propriétaire inconnu, mais sa curiosité naturelle et son instinct de libraire avaient finalement eu raison de ses scrupules, et le mardi après-midi, elle l'avait ouvert avec précaution en tournant la couverture de cuir qui craqua légèrement sous ses doigts. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur la surprit et la fascina immédiatement, parce que ce n'était pas un journal intime au sens classique du terme, rempli de confessions personnelles et d'épanchements sentimentaux, mais plutôt une sorte de recueil d'observations minutieuses sur les gens et les lieux de Paris, écrit avec une précision presque scientifique et une sensibilité poétique qui évoquait le travail d'un écrivain ou d'un anthropologue, ou peut être d'un artiste qui aurait choisi les mots plutôt que les pinceaux pour capturer la réalité du monde. La première page portait simplement une date écrite en haut à droite, dans une écriture fine et régulière à l'encre noire, le 15 septembre de l'année précédente, soit presque exactement 1 an auparavant, et en dessous commençait une description extraordinairement détaillée d'une scène observée au jardin du Luxembourg un après-midi d'automne. L'auteur anonyme décrivait avec une minutie presque photographique une vieille dame assise sur un banc en fer, forgé peint en verre près de la fontaine Médicis, notant non seulement ses gestes précis quand elle sortait les miettes de pain de son sac à main en cuir marron pour nourrir les pigeons qui roucoulaient autour d'elle, mais aussi l'expression de son visage ridé par les années, qui reflétait une solitude paisible et une acceptation tranquille de sa propre vieillesse. L'auteur avait noté la couleur exacte de son manteau, qui était d'un gris perle légèrement délavé par de nombreux hivers parisiens, la manière dont elle penchait légèrement la tête sur le côté quand elle regardait les oiseaux picorer les miettes à ses pieds, et même les émotions qu'on pouvait imaginer traverser son esprit en observant simplement les micro-expressions qui passaient sur son visage, comme des nuages sur un ciel d'automne. Il y avait dans cette description une empathie et une compréhension de l'intériorité humaine qui touchèrent profondément Marguerite, parce qu'elle reconnaissait là le regard de quelqu'un qui savait vraiment voir les gens au lieu de simplement les regarder distraitement. Marguerite passa toute la matinée de ce mardi à lire par fragments le contenu du carnet entre 2 clients qui entraient pour chercher un livre précis ou simplement pour flâner entre les rayonnages dans cette atmosphère de calme et de concentration que créaient les milliers de volumes alignés du sol au plafond. Elle découvrit que le carnet contenait des dizaines et des dizaines d'entrées similaires, toutes datées avec précision et toutes décrivant des scènes de vie parisienne observées avec cette même attention bienveillante et cette même profondeur psychologique qui caractérisait la première observation. Il y avait une description d'une jeune mère poussant une poussette dans les allées du jardin du Luxembourg, en murmurant des mots doux à son bébé endormi, et l'auteur avait noté non seulement les gestes tendres de cette femme, mais aussi la fatigue visible dans ses traits et la manière dont elle semblait savourer ces moments de paix,
malgré l'épuisement évident qui marquait son corps et son visage. Il y avait une observation d'un vieil homme qui nourrissait les canards au bord du bassin octogonal avec des morceaux de baguette rassis, et l'auteur avait capturé quelque chose d'essentiel dans la posture de cet homme qui suggérait une vie de routine solitaire et de petits rituels quotidiens qui donnaient une structure et un sens à des journées autrement vides. Marguerite lut aussi une entrée qui décrivait une conversation entendue par hasard dans un café près de l'Odéon entre deux étudiants qui discutaient avec passion de philosophie existentialiste en fumant des cigarettes et en buvant des expresso. Et l'auteur avait transcrit non seulement les grandes lignes de leur débat intellectuel, mais aussi les gestes nerveux de leurs mains, les regards qu'ils échangeaient, les silences chargés de signification qui ponctuaient leurs discussions. Il y avait quelque chose de profondément humain et de touchant dans la manière dont l'auteur capturait ces moments fugaces de la vie urbaine parisienne, en les transformant par la seule force de l'attention et de l'écriture en quelque chose de mémorable et de précieux, ce qui intriguait particulièrement Marguerite, tandis qu'elle continuait sa lecture fragmentée au fil de cette journée de mardi, c'était que malgré la richesse extraordinaire des observations et la beauté indéniable de l'écriture qui les transcrivait, l'auteur restait complètement invisible dans le texte. Il n'y avait absolument aucune mention de sa propre vie personnelle, aucun jeu ou moi qui permettrait de l'identifier ne serait-ce que vaguement, aucune référence à ses propres émotions ou à ses propres expériences qui pourrait donner un indice sur son identité ou sur ses motivations profondes pour tenir un tel carnet d'observation. C'était comme si cette personne avait choisi délibérément et systématiquement de s'effacer complètement de son propre texte pour mieux observer et transcrire les vies des autres comme un miroir parfaitement poli qui reflèterait le monde sans jamais se refléter lui-même dans l'image qu'il renvoie. Cette absence totale de référence personnelle créait un mystère fascinant que Marguerite sentait le besoin de résoudre, non pas par simple curiosité indiscrète, mais plutôt parce qu'elle ressentait une connexion profonde avec cette voix narrative si particulière et qu'elle voulait comprendre qui se cachait derrière ces pages magnifiques. Elle referma le carnet vers 10 à 8 heures quand elle ferma la boutique pour la journée et elle le rapporta avec elle dans son petit appartement situé juste au-dessus de la librairie, dans cet espace douillet rempli de livres et de souvenirs où elle vivait seule depuis la mort de son mari Marcel 15 ans auparavant. Ce soir-là, assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre qui donnait sur la rue de l'Abbaye tranquille et ombreuse, Marguerite relut plusieurs passages du carnet violet à la lumière douce de sa lampe de lecture en porcelaine, et elle commença à prendre des notes dans son propre carnet personnel sur tous les détails qui pourraient constituer des indices sur l'identité de l'auteur mystérieux. Elle était comme un détective littéraire, rassemblant méthodiquement les pièces d'un puzzle complexe, cherchant les patterns et les récurrences qui pourraient révéler quelque chose sur la personne qui avait écrit ces observations. Elle remarqua d'abord que plusieurs des scènes décrites se déroulaient dans des lieux très spécifiques,
du 6e arrondissement où se trouvait sa propre librairie. Le jardin du Luxembourg, bien sûr, qui revenait avec une fréquence particulière, mais aussi le café de Flore, dont l'auteur décrivait l'atmosphère avec une familiarité qui suggérait qu'il ou elle le fréquentait régulièrement, la fontaine Saint-Michel, où l'auteur avait observé des touristes prenant des photos et des étudiants se donnant rendez-vous, et certaines petites rues étroites et pavées près de l'église Saint-Sulpice que seuls les habitués du quartier connaissaient vraiment. Tout cela suggérait fortement que l'auteur habitait probablement quelque part dans le 6e arrondissement, ou du moins y passait énormément de temps, et qu'il ou elle avait être même l'habitude de fréquenter la librairie de Marguerite, ce qui expliquerait comment le carnet s'était retrouvé abandonné là, entre les volumes de poésie. En examinant plus attentivement l'écriture elle-même, sous la lumière de sa lampe, Marguerite nota qu'elle était formée avec un soin et une élégance qui se faisaient de plus en plus rares à l'époque des ordinateurs et des smartphones, que les lettres étaient tracées avec une régularité presque parfaite, qui suggérait soit quelqu'un de très méthodique et patient par nature, soit être quelqu'un qui avait reçu une éducation à l'ancienne dans les caluts, années 50 ou 60, quand on apprenait encore la calligraphie avec des pleins et des déliés dans les écoles françaises. Il y avait aussi dans la manière de former certaines lettres particulières une petite particularité stylistique qu'elle sentait avoir déjà vue quelque part auparavant, mais qu'elle ne parvenait pas encore à situer précisément dans sa mémoire comme un visage familier qu'on croiserait dans la rue sans pouvoir immédiatement lui associer un nom. Le mercredi matin, Marguerite rouvrit sa librairie à 9 heures précises, comme elle le faisait tous les jours depuis 45 ans, avec une ponctualité presque maniaque, et elle installa le carnet violet bien en évidence sur le comptoir à côté de sa caisse, en espérant vaguement que son propriétaire finirait par se manifester. Mais la matinée s'écoula tranquillement avec seulement quelques clients réguliers qui entrèrent pour acheter des livres ou simplement pour échanger quelques mots avec Marguerite qu'ils connaissaient depuis des années, et personne ne mentionna le carnet perdu, ni ne répondit à l'annonce sur la porte. Pendant les moments calmes entre les clients, Marguerite décida de relire le carnet de manière plus systématique et plus méthodique cette fois, en prenant des notes détaillées sur tous les éléments qui pourraient l'aider à identifier l'auteur ou au moins à en dresser un portrait psychologique qui lui permettrait de mieux comprendre cette personne mystérieuse. Elle remarqua que plusieurs entrées mentionnaient des livres très spécifiques, que l'auteur avait vu des gens lire dans les transports en commun ou dans les cafés, et que ces livres appartenaient tous, sans exception, à un registre assez élevé de la littérature, de la poésie française du XIXe siècle comme Baudelaire et Rimbaud, des romans de Virginia Woolf en édition originale anglaise que peu de lecteurs français possédaient, des essais philosophiques de Simone Weil ou d'Emmanuel Lévinas, qui n'étaient certainement pas des lectures grand public. Cette constellation de références littéraires suggérait très fortement que l'auteur du carnet était quelqu'un de très cultivé intellectuellement,
qui s'intéressait sérieusement à la littérature et à la philosophie, probablement quelqu'un qui avait fait des études universitaires en lettres ou en sciences humaines et qui avait conservé tout au long de sa vie cette passion pour la lecture et pour la réflexion. Marguerite nota aussi que les observations semblaient avoir été écrites à différents moments de la journée, certaines le matin tôt, comme en témoignaient les descriptions de la lumière particulière de l'aube sur les façades parisiennes, d'autres l'après-midi ou le soir, quand les ombres s'allongeaient et que les réverbères commençaient à s'allumer un par un dans les rues du quartier. Cette variété d'horaires suggérait que l'auteur avait une certaine liberté dans son emploi du temps, qu'il ou elle n'était probablement pas lié à un travail de bureau classique avec des horaires fixes de 9h à 10 à 8h, mais plutôt quelqu'un qui pouvait se permettre de se promener dans Paris à différents moments de la journée pour observer le monde qui l'entourait. Cela faisait penser à un artiste ou à un écrivain professionnel, ou peut être à quelqu'un de retraité qui avait enfin le temps de s'adonner à cette passion de l'observation et de l'écriture qu'il ou elle avait peu, être dû mettre de côté pendant des années de vie professionnelle active. Une autre observation particulièrement intéressante que fit Marguerite, en relisant attentivement le carnet ce mercredi matin, c'était que plusieurs entrées décrivaient avec une tendresse et une compréhension empathique particulière des scènes impliquant des personnes âgées, ces vieilles dames solitaires qui nourrissaient les pigeons dans les jardins publics, ces couples de retraités qui se promenaient lentement main dans la main le long des quais de la Seine, en s'arrêtant régulièrement pour se reposer sur les bancs, ces hommes âgés qui lisaient le journal pendant des heures dans les cafés en sirotant un seul café allongé pour justifier leur présence prolongée. Il y avait dans ces descriptions une identification personnelle et une compréhension intime qui suggérait peu. Être que l'auteur était lui-même ou elle-même d'un certain âge et qu'il ou elle observait ses contemporains avec cette reconnaissance mutuelle qu'ont les gens qui partagent l'expérience commune de la vieillesse et de la solitude qui l'accompagne souvent dans notre société moderne. Marguerite se leva de son tabouret derrière le comptoir et se promena lentement entre les rayonnages de sa librairie en laissant ses doigts glisser distraitement sur les dos des livres alignés, tandis qu'elle réfléchissait à toutes ces observations et à ce qu'elle pouvait lui apprendre sur l'auteur mystérieux du carnet violet. Elle avait l'impression d'assembler progressivement les pièces d'un puzzle complexe, et même si le tableau final n'était pas encore complet, elle commençait à entrevoir les contours d'un portrait psychologique qui prenait forme lentement dans son esprit. Le jeudi passa sans qu'aucun client ne vienne réclamer le carnet perdu, et Marguerite continua sa lecture méthodique en découvrant de nouvelles entrées qui enrichissaient sa compréhension de cette voie narrative si particulière. Elle lut une description extraordinairement détaillée d'une scène observée dans le métro où l'auteur avait remarqué une jeune femme en train de lire un recueil de poèmes de René Char, et l'observation ne se contentait pas de décrire l'apparence physique de cette lectrice, mais capturait aussi les micro-expressions qui traversaient son visage à mesure qu'elle lisait, les moments où elle souriait légèrement à un vers particulièrement réussi,
les instants où elle fronçait les sourcils en réfléchissant à une image complexe, la manière dont elle fermait les yeux de temps en temps, comme pour mieux savourer la musicalité d'une phrase. Il y avait dans toutes ces observations une attention extraordinaire aux détails les plus infimes de l'existence humaine, une capacité remarquable à voir ce que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de remarquer dans leurs courses quotidiennes à travers la ville. L'auteur du carnet semblait posséder ce don rare de l'observation véritable, cette qualité d'attention qui transformait le banal en extraordinaire et qui révélait la profondeur cachée dans les gestes les plus ordinaires de la vie quotidienne. Le jeudi après-midi, vers 15 heures, alors que Marguerite était assise derrière son comptoir en train de lire une nouvelle entrée du carnet qui décrivait une scène au marché de la rue de Bussy, la porte de la librairie s'ouvrit avec le tintement caractéristique de la clochette en cuivre qu'elle avait installée il y a des décennies et qui annonçait l'arrivée de chaque visiteur. Marguerite leva les yeux et vit entrer une cliente qu'elle connaissait très bien, une femme d'environ 65 ans, nommée Elisabeth Moreau, qui venait presque chaque semaine, depuis au moins 5 ou 6 années, pour chercher des éditions rares de poésie française qu'elle collectionnait avec une passion que Marguerite admirait et comprenait parfaitement. Elisabeth était une femme élégante, malgré sa simplicité vestimentaire, toujours habillée de manière sobre dans des tons de gris ou de beige qui s'harmonisaient avec ses cheveux argentés, coupés au carré, à la hauteur des épaules, et elle dégageait cette aura de culture et de raffinement discret qu'ont certaines personnes qui ont consacré leur vie aux livres et à la littérature. Marguerite la salua chaleureusement, comme elle le faisait toujours avec cette cliente fidèle qu'elle appréciait particulièrement pour son érudition et pour la qualité de leur conversation sur la poésie française qui pouvait parfois se prolonger pendant une demi-heure ou plus quand la librairie était calme. Elles échangèrent quelques mots sur la pluie fine qui tombait doucement sur Paris ce jour-là, en créant cette atmosphère mélancolique et douce que seul l'automne parisien sait produire. Et puis, Elisabeth se dirigea comme d'habitude vers la section poésie située au fond de la librairie, dans un recoin particulièrement charmant, près d'une fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure plantée d'un vieux marronnier. Marguerite retourna à sa lecture du carnet violet, en gardant une oreille attentive au déplacement de sa cliente entre les rayonnages, et elle entendit le bruissement familier des pages qu'on feuillette et les craquements discrets du parquet ancien sous les pas mesurés. Quelques minutes plus tard, Marguerite entendit Elisabeth pousser une petite exclamation étouffée depuis le fond de la librairie, un son de surprise ou peu, être de reconnaissance qui fit immédiatement lever la tête de Marguerite et attira son attention complète. Elle vit Elisabeth revenir vers elle d'un pas qui semblait légèrement pressé et avec une expression troublée sur son visage habituellement si calme et composé, une expression qui mêlait le soulagement et quelque chose d'autre qui ressemblait peu, être à de l'embarras ou à de la gêne, comme si elle venait de se retrouver dans une situation délicate qu'elle ne savait pas exactement comment gérer. Elisabeth s'approcha du comptoir et demanda d'une voix légèrement hésitante
si Marguerite avait trouvé un carnet violet quelque part dans la boutique récemment, et à l'instant précis où elle prononça ces mots, Marguerite sentit son pouls s'accélérer légèrement parce qu'elle comprit immédiatement qu'elle venait peu être enfin de trouver la propriétaire de l'objet mystérieux qui l'avait tant intriguée pendant ces 3 derniers jours. Elle sortit le carnet de sous le comptoir où elle l'avait rangé soigneusement pour le protéger et le tendit à Élisabeth qui le prit entre ses mains avec des gestes d'une douceur et d'une familiarité évidente, exactement comme on reprend possession de quelque chose de précieux qu'on croyait avoir perdu définitivement. Élisabeth expliqua avec une voix où perçait une certaine gêne qu'elle avait effectivement égaré ce carnet quelques jours auparavant et qu'elle l'avait cherché partout sans succès, qu'elle avait pensé l'avoir laissé dans le métro ou dans un café ou être dans une des nombreuses librairies qu'elle fréquentait régulièrement et qu'elle ne s'était même pas rendue compte jusqu'à cet instant qu'elle avait pu le perdre ici dans la boutique de Marguerite, qu'elle visitait pourtant si souvent depuis des années. Elle dit qu'elle était infiniment soulagée de l'avoir retrouvé parce qu'il contenait des notes personnelles qui avaient beaucoup d'importance pour elle. Et Marguerite vit passer dans ses yeux cette inquiétude particulière qui vient de la conscience que quelqu'un d'autre a probablement lu ces notes intimes qu'on n'avait jamais destinées à un regard extérieur. Marguerite observa attentivement Élisabeth pendant qu'elle parlait et tenait le carnet violet entre ses mains tremblantes, et elle remarqua plusieurs détails révélateurs qui confirmaient progressivement dans son esprit que cette femme était bien l'auteur des observations magnifiques qu'elle avait lues avec tant de fascination pendant ces 3 derniers jours. Il y avait d'abord la manière extrêmement tendre et familière dont Élisabeth manipulait le carnet, comme on tient un objet précieux qu'on connaît intimement dans ses moindres détails, le passant d'une main à l'autre avec cette aisance inconsciente qu'on a seulement avec les choses qu'on a touchées des centaines de fois auparavant. Il y avait ensuite cette expression de gêne légère, mais indéniable sur son visage, cette conscience inconfortable qu'elle était maintenant exposée et vulnérable parce que quelqu'un d'autre, en l'occurrence Marguerite, avait probablement lu au moins une partie du contenu et connaissait maintenant des choses sur elle qu'elle n'avait jamais eu l'intention de partager publiquement. Mais ce qui convainquit définitivement Marguerite que c'était bien Élisabeth l'auteur du carnet, ce fut un détail très spécifique qu'elle remarqua quand Élisabeth signa machinalement le registre des objets trouvés que Marguerite gardait consciencieusement dans un tiroir de son comptoir pour tous les livres et objets perdus, puis récupérés dans sa boutique au fil des années. En regardant Élisabeth former les lettres de son nom sur le papier ligné du registre, Marguerite reconnut immédiatement, et sans l'ombre d'un doute possible, cette particularité très caractéristique dans la formation du D minuscule qu'elle avait remarqué dans l'écriture du carnet et qui l'avait vaguement intriguée parce qu'elle lui semblait familière sans qu'elle puisse la situer exactement. C'était une petite boucle distinctive qui remontait légèrement au-dessus de la ligne principale avec une courbe gracieuse et légèrement exagérée
qui donnait aux deux un caractère presque calligraphique, et c'était exactement cette même boucle qu'elle avait vue des dizaines et des dizaines de fois dans les pages du carnet violet, à chaque occurrence de cette lettre particulière. Marguerite réalisa aussi à cet instant pourquoi cette particularité lui avait semblé vaguement familière quand elle l'avait observée pour la première fois dans le carnet. C'était parce qu'elle l'avait déjà aperçue de nombreuses fois auparavant dans les signatures qu'Élisabeth laissait régulièrement dans le livre d'or de la librairie ou sur les reçus qu'elle signait quand elle achetait des livres anciens particulièrement précieux. Marguerite sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine en faisant cette découverte définitive, et elle prit une décision rapide qui lui sembla s'imposer d'elle-même, sans qu'elle ait vraiment besoin d'y réfléchir longuement. Au lieu de simplement rendre le carnet à Élisabeth et de la laisser partir avec des remerciements polis et embarrassés, elle décida qu'elle voulait avoir une vraie conversation avec cette femme, dont elle admirait tant le talent d'observation et d'écriture, qu'elle voulait lui dire combien elle avait été touchée par la beauté de ce qu'elle avait lu dans ces pages, et qu'elle voulait peu, être même essayer de comprendre un peu mieux qui était vraiment cette cliente régulière qu'elle connaissait depuis des années, mais qu'elle n'avait finalement jamais vraiment connue au-delà des échanges courtois sur la poésie et les livres rares. Marguerite fit donc signe à Élisabeth de la suivre vers le petit coin lecture qu'elle avait aménagé avec amour près de la grande fenêtre qui donnait sur la rue, un espace douillet avec 2 fauteuils confortables en velours bordeaux, légèrement usés par les années, et une petite table basse en bois sombre où elle posait parfois des livres qu'elle voulait mettre en évidence ou simplement des tasses de thé quand elle invitait des clients privilégiés à s'asseoir un moment pour discuter tranquillement. Elle disparut quelques instants dans l'arrière-boutique qui lui servait aussi de petite cuisine et de réserve, et elle revint avec 2 tasses en porcelaine fine décorées de motifs floraux bleus qui fumaient doucement en dégageant le parfum caractéristique et reconfortant du thé Earl Grey qu'elle avait préparé dans sa vieille théière en céramique. Elles s'assirent face à face dans les 2 fauteuils et pendant quelques instants, elles burent leur thé en silence, en écoutant la pluie qui continuait de tomber régulièrement contre les vitres de la librairie et en regardant les passants qui se dépêchaient dans la rue en relevant le col de leur manteau et en ouvrant leur parapluie. Puis Marguerite rompit doucement ce silence confortable en disant à Élisabeth d'une voix chaleureuse et sans aucun jugement qu'elle avait effectivement lu une partie assez importante du contenu du carnet pendant ces 3 jours, où il était resté en sa possession, et qu'elle voulait qu'Élisabeth sache qu'elle avait été profondément touchée et même bouleversée par la beauté extraordinaire et par la sensibilité remarquable des observations qu'il contenait. Élisabeth rougit légèrement en baissant les yeux vers sa tasse de thé qu'elle tenait entre ses mains comme pour se donner une contenance, et Marguerite vit passer sur son visage toute une série d'émotions complexes qui incluaient l'embarras d'avoir été lu sans l'avoir voulu, mais aussi peu
être une certaine fierté discrète de voir son travail reconnu et apprécié par quelqu'un dont elle respectait manifestement le jugement littéraire. Après un moment de silence, où elle sembla chercher ses mots avec soin, Élisabeth commença à parler d'une voix douce et légèrement hésitante qui contrastait avec l'assurance et la précision de son écriture. Elle expliqua qu'elle tenait ce carnet violet depuis environ 1 an maintenant, qu'elle l'avait commencé en septembre de l'année précédente, exactement comme l'indiquait la première date inscrite en haut de la première page, et que c'était pour elle une sorte d'exercice d'écriture et d'observation qu'elle s'était imposée à elle-même comme une discipline quotidienne après avoir pris sa retraite de son poste d'enseignante de littérature française au lycée Henri IV, où elle avait travaillé pendant presque 40 années entières. Elle raconta qu'après toutes ces décennies passées à enseigner les grands classiques de la littérature française à des générations successives d'élèves brillants et passionnés, elle s'était retrouvée à la retraite avec énormément de temps libre et avec un sentiment de vide et de perte d'identité qu'elle ne savait pas vraiment comment combler de manière satisfaisante. Pendant toutes ces années d'enseignement, Élisabeth avait toujours rêvé secrètement qu'elle écrirait elle-même un jour, au lieu de simplement enseigner et commenter l'écriture des autres, qu'elle produirait sa propre œuvre littéraire qui serait peut être un roman ou un recueil de nouvelles, ou peut être même un essai sur la littérature qui apporterait une contribution originale au champ des études littéraires. Mais chaque fois qu'elle essayait concrètement de se mettre à l'écriture créative, elle découvrait, avec frustration et découragement, qu'elle était complètement paralysée par la page blanche qui s'étendait devant elle comme un désert infini et terrifiant. Elle avait essayé de commencer plusieurs romans différents au fil des années, imaginant des intrigues complexes et des personnages détaillés dans sa tête, mais dès qu'elle essayait de les coucher sur le papier, ils lui semblaient artificiels et peu convaincants, comme des marionnettes en carton, plutôt que des êtres humains véritables, avec leur propre vie intérieure. Elle s'était aussi essayée aux nouvelles, et même à la poésie, mais rien ne lui semblait jamais satisfaisant ou digne d'être lu par quiconque, et elle avait fini par abandonner ses tentatives infructueuses, en concluant tristement qu'elle n'avait probablement pas le talent nécessaire pour être une vraie écrivaine. Malgré tout, son amour de la littérature et toute sa connaissance théorique de l'art d'écrire. C'est alors qu'elle avait eu cette idée du carnet d'observation, inspirée en partie par sa relecture de l'extraordinaire journal de Jules Renard, qu'elle admirait depuis toujours pour sa capacité à transformer les détails les plus banals de la vie quotidienne en perles littéraires d'une justesse et d'une beauté saisissante. Elle s'était dit qu'au lieu d'essayer de créer des personnages fictifs qui lui semblaient toujours faux et forcés, elle se concentrerait uniquement sur l'observation minutieuse et attentive du monde réel qui l'entourait, sur les vraies personnes qu'elle croisait dans les rues et les parcs et les cafés de Paris, et qu'elle essaierait de capturer sur le papier quelque chose de l'essence de ces vies réelles, avec toute leur complexité et leur mystère. Elle s'était imposée, comme discipline quotidienne,
de se promener chaque jour pendant au moins 2 heures dans différents quartiers de Paris, en gardant les yeux et l'esprit grands ouverts, en observant avec une attention extrême tout ce qui se passait autour d'elle, au lieu de marcher distraitement perdue dans ses pensées, comme la plupart des gens le font habituellement. Puis, elle rentrait chez elle dans son appartement du 6e arrondissement, situé non loin de la librairie de Marguerite, et elle s'asseyait à son bureau près de la fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure, et elle transcrivait dans le carnet violet, avec autant de précision et de poésie qu'elle en était capable, les scènes et les personnes qu'elle avait observées pendant sa promenade quotidienne. Au début, elle avait trouvé cet exercice extrêmement difficile, parce qu'elle réalisait qu'observer vraiment nécessitait une qualité d'attention et une présence au monde qu'elle avait perdue au fil des années de routine et d'habitude. Mais progressivement et avec une pratique quotidienne assidue, elle avait développé cette capacité à vraiment voir les gens et les lieux au lieu de simplement les regarder superficiellement, et elle avait découvert avec émerveillement que le monde ordinaire était en réalité rempli d'une richesse et d'une beauté extraordinaire quand on prenait vraiment le temps de l'observer avec attention et empathie. Marguerite écoutait ce récit avec une fascination croissante, et elle sentait qu'elle comprenait maintenant beaucoup mieux non seulement le carnet et son contenu, mais aussi cette femme qu'elle avait côtoyée pendant des années sans jamais vraiment la connaître au-delà de leur passion commune pour les livres. Elle dit à Elisabeth que son carnet était bien plus qu'un simple exercice d'écriture personnelle, qu'il constituait en fait une œuvre littéraire à part entière, qui méritait absolument d'être partagée avec un public plus large que la seule auteure qui l'avait créée dans la solitude de son appartement et de ses promenades. Solitaire, elle expliqua qu'elle avait été profondément touchée par la qualité d'observation et la sensibilité humaine qui transparaissait dans chaque page qu'elle avait lue, que ces descriptions de scènes parisiennes banales, transformées par la force de l'attention en moments de grâce et de poésie, lui rappelaient effectivement le journal de Jules Renard qu'Élisabeth avait mentionné, mais aussi les illuminations urbaines de Baudelaire, ou même certains passages des romans de Virginia Woolf, où les personnages observent le flux de la vie quotidienne avec cette même acuité et cette même profondeur. Elle suggéra qu'Élisabeth pourrait être envisagée sérieusement de publier ses observations sous forme de livres, que le genre littéraire du carnet d'observation ou du journal urbain avait une longue et noble tradition dans la littérature française et mondiale. Élisabeth sembla à la fois profondément flattée et légèrement effrayée par cette suggestion audacieuse, et elle expliqua avec une modestie qui semblait tout à fait sincère qu'elle n'avait jamais pensé une seule seconde que ce qu'elle écrivait dans ce carnet pourrait intéresser qui que ce soit d'autre, qu'elle-même, que c'était juste une manière personnelle de rester active intellectuellement et de continuer à exercer son regard et sa plume, maintenant qu'elle n'enseignait plus la littérature à des salles pleines d'adolescents, brillants et exigeants,
Elle dit aussi qu'elle ressentait une certaine gêne à l'idée de publier ses observations parce qu'elles concernaient de vraies personnes qu'elle avait observées à leur insu et qu'elle n'était pas sûre que ce soit éthiquement acceptable de transformer ainsi les vies des autres en matériaux littéraires sans leur permission explicite. Marguerite comprenait parfaitement cette inquiétude éthique et elle respectait la sensibilité morale qui la sous-tendait, mais elle fit remarquer qu'Élisabeth avait pris soin de ne jamais identifier précisément les personnes qu'elle observait, qu'elle ne donnait jamais de nom, ni d'adresse, ni de détails qui permettraient de les reconnaître individuellement, et que ce qu'elle capturait dans ses observations, c'était moins les individus spécifiques que les types humains universels, et les situations émotionnelles que tout le monde pouvait reconnaître et dans lesquelles tout le monde pouvait se retrouver. Elle argumenta que cette manière d'observer et de transcrire les vies des autres avec empathie et respect était fondamentalement différente de la curiosité indiscrète ou du voyeurisme malsain qu'il y avait dans le travail d'Élisabeth, une dignité et une humanité qui honoraient les personnes observées au lieu de les diminuer ou de les exploiter. Elles discutèrent ainsi pendant plus d'1 heure dans le coin lecture douillet de la librairie, tandis que la pluie continuait de tomber régulièrement dehors et que la lumière de l'après-midi déclinait progressivement vers le crépuscule. Et Marguerite sentait qu'une connexion profonde était en train de se créer entre elles, qui allait bien au-delà de la simple relation courtoise entre une libraire et sa cliente régulière. Elles parlèrent de littérature et d'écriture et d'observation, mais aussi de leur vie respective et de leur solitude et de leur manière différente de donner un sens à leur existence, maintenant qu'elles étaient toutes les deux dans cette période de la vie qu'on appelle pudiquement le 3e âge. Élisabeth raconta qu'elle vivait seule depuis le divorce d'avec son mari, il y a maintenant presque 15 ans. Un divorce qui avait été à l'amiable, mais qui l'avait néanmoins laissée avec un sentiment de solitude et d'isolement qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à combler, malgré son travail d'enseignante et malgré ses nombreux amis et connaissances. Elle expliqua que ses 2 enfants adultes vivaient maintenant loin de Paris, avec leur propre famille, l'un à Lyon et l'autre à Bordeaux, et qu'elle ne les voyait que quelques fois par an lors des fêtes familiales et des vacances, ce qui laissait de longues périodes de solitude qu'elle essayait de remplir avec la lecture et l'écriture et ses promenades d'observation quotidiennes. Marguerite, de son côté, partagea qu'elle aussi vivait seule depuis la mort de son mari Marcel 15 ans auparavant, qu'elle avait versé toute son énergie et toute sa vie dans la gestion de cette librairie qui était devenue sa raison d'être et son refuge contre la solitude, mais qu'elle ressentait parfois un manque de connexion humaine profonde, au-delà des échanges agréables mais superficiels qu'elle avait avec ses clients. Elle dit qu'elle admirait profondément le projet d'Élisabeth de tenir ce carnet d'observation parce qu'elle y reconnaissait une tentative similaire à la sienne de donner un sens et une beauté à une vie qui aurait pu facilement sombrer dans la routine et l'isolement. Quand Élisabeth finit par quitter la librairie ce jeudi soir, vers 10 à 8 heures, avec son carnet violet soigneusement rangé dans son sac en cuir marron, elle et Marguerite
s'étaient mises d'accord pour se revoir non plus seulement dans le contexte commercial de la boutique, mais aussi de manière plus personnelle et amicale autour d'un thé ou d'un déjeuner. Élisabeth avait accepté avec une certaine timidité la proposition de Marguerite qu'elle se voit régulièrement pour discuter de son travail d'écriture, et Marguerite s'était engagée à l'encourager et à la conseiller dans son projet de transformer être ses carnets d'observation en un livre publiable qui pourrait toucher d'autres lecteurs. Les semaines qui suivirent cette conversation révélatrice virent se développer entre Marguerite et Élisabeth une amitié profonde et authentique qui enrichit considérablement la vie de ces deux femmes solitaires. Élisabeth prit l'habitude de passer à la librairie 3 ou 4 fois par semaine, non plus seulement pour acheter des livres rares de poésie, mais surtout pour discuter longuement avec Marguerite de ce qu'elle avait observé lors de ses promenades quotidiennes dans Paris et pour partager des passages de son carnet en sollicitant l'opinion et les commentaires de son ami libraire. Marguerite découvrait avec joie qu'elle avait un véritable talent naturel pour jouer ce rôle de première lectrice et de conseillère littéraire, qu'elle aimait profondément cette démarche, qui consistait à lire attentivement les observations d'Élisabeth et à discuter avec elle des manières de les améliorer ou de les développer davantage. Elle faisait parfois des suggestions sur des détails qui pourraient être ajoutés ou sur des descriptions qui gagneraient à être approfondies, mais toujours avec un respect scrupuleux pour la voix unique et la vision personnelle d'Élisabeth qu'elle ne voulait surtout pas altérer ou influencer de manière inappropriée. Élisabeth, de son côté, trouvait dans cette relation naissante exactement ce qui lui avait manqué pendant toutes ces années où elle avait écrit dans la solitude complète de son appartement sans jamais partager son travail avec qui que ce soit. Avoir une lectrice attentive et bienveillante comme Marguerite, qui s'intéressait vraiment à ce qu'elle écrivait, lui donnait une motivation nouvelle pour continuer et même pour développer son projet d'écriture au-delà du simple exercice personnel qu'elle avait imaginé au départ. Elle commença à prendre encore plus de notes détaillées pendant ses promenades et à passer plus de temps à travailler sur la formulation précise de ses observations pour les rendre aussi justes et aussi belles que possible. Un après-midi de la fin octobre, alors qu'elles prenaient le thé ensemble dans le coin lecture de la librairie, Élisabeth raconta à Marguerite qu'elle avait observé quelque chose de particulièrement intrigant et même légèrement troublant lors de sa promenade matinale au jardin du Luxembourg. Elle avait remarqué une jeune femme d'environ 30 ou 35 ans, assise toute seule, sur le même banc en fer forgé près de la fontaine Médicis, tous les matins depuis maintenant une semaine complète, et cette femme présentait plusieurs caractéristiques qui avaient attiré l'attention exercée d'Élisabeth. D'abord, il y avait le fait qu'elle portait des vêtements visiblement élégants et coûteux, qui suggéraient une certaine aisance financière, ou du moins une attention particulière à son apparence. Un manteau en cachemire gris perle de belle qualité et une écharpe en soie dont les couleurs automnales s'harmonisaient parfaitement avec les feuilles qui tombaient des arbres environnants, mais en contraste frappant avec cette apparence soignée et cette élégance extérieure, il y avait, dans sa posture corporelle et dans l'expression de son visage, quelque chose de profondément triste et même de brisé,
qui créait un décalage troublant entre l'image qu'elle projetait et ce qu'elle semblait ressentir intérieurement. Élisabeth avait noté avec sa précision habituelle que la femme tenait toujours le même livre ouvert sur ses genoux pendant qu'elle restait assise là pendant parfois 1 heure ou même davantage, mais qu'elle ne semblait jamais vraiment lire ce livre, mais plutôt qu'elle le gardait simplement ouvert devant elle comme une sorte de prétexte ou de protection, tandis qu'elle regardait fixement devant elle avec une expression de profonde tristesse mêlée à quelque chose qui ressemblait peu être à de la nostalgie ou à du regret. Elle avait aussi remarqué que la femme portait une alliance en or blanc à l'annulaire de sa main gauche, mais qu'elle la tournait constamment autour de son doigt, dans un geste nerveux et répétitif qui suggérait soit un mariage très récent, auquel elle n'était pas encore habituée, soit au contraire peut être une séparation ou un deuil récent qui la faisait s'interroger sur le sens de cet anneau qu'elle continuait à porter. Marguerite écoutait cette description détaillée avec une attention fascinée, et elle sentait son instinct de détective littéraire s'éveiller à nouveau comme il l'avait fait lors de l'affaire du carnet violet perdu. Elle suggéra spontanément qu'elles retournent ensemble au jardin du Luxembourg le lendemain matin pour observer cette mystérieuse jeune femme qu'elle était extrêmement curieuse de voir par elle-même ce qu'Élisabeth avait remarqué et décrit avec tant de précision et qu'elle pensait pouvoir peu être identifié le livre que la femme tenait entre ses mains si elle pouvait s'approcher suffisamment pour en voir la couverture ou le dos. Élisabeth accepta cette proposition avec un enthousiasme évident parce qu'elle aussi était intriguée par cette femme énigmatique et qu'elle se demandait quelle histoire personnelle pouvait bien se cacher derrière cette apparence de tristesse et de solitude. Elles convinrent de se retrouver le lendemain matin vendredi à 9 heures précises à l'entrée principale du jardin du Luxembourg, du côté du boulevard Saint-Michel, et elles se séparèrent ce soir-là, avec l'excitation légère et plaisante qu'on ressent quand on a prévu de mener ensemble une petite aventure ou une enquête, même si elle n'avait rien de dangereux ou de dramatique. Le vendredi matin arriva avec un ciel dégagé et lumineux qui contrastait agréablement avec la pluie persistante des jours précédents, et Marguerite ferma exceptionnellement sa librairie pendant 2 heures en mettant un petit panneau sur la porte qui indiquait qu'elle reviendrait à 11 heures. Elle retrouva Élisabeth comme convenu à l'entrée du jardin et elles pénétrèrent ensemble dans cet espace vert magnifique qui était un des poumons de Paris et un lieu de promenade privilégié pour des générations de Parisiens depuis que Marie de Médicis l'avait fait créer au début du XVIIe siècle. Elles marchèrent lentement le long des allées de gravier qui crissaient doucement sous leurs pas, tandis qu'autour d'elles, les dernières feuilles d'automne tombaient en tournoyant des marronniers et des platanes séculaires, créant un tapis doré et roux qui craquait agréablement quand on marchait dessus. Élisabeth guida Marguerite vers la fontaine Médicis, située dans la partie la plus romantique et la plus ombragée du jardin, et elles trouvèrent effectivement la jeune femme mystérieuse assise exactement sur le banc qu'Élisabeth avait indiqué, dans la même posture de solitude contemplative qu'elle avait décrite lors de leur conversation de la veille.
Marguerite put confirmer de ses propres yeux toutes les observations minutieuses qu'Élisabeth avait faites concernant l'apparence générale et le comportement de cette personne énigmatique, le manteau élégant en cachemire gris perle, qui devait coûter plusieurs centaines d'euros au minimum, l'écharpe en soie aux tons automnaux savamment assortis, la posture légèrement voûtée qui suggérait un poids émotionnel invisible pesant sur ses épaules, et surtout cette expression de profonde tristesse mêlée de quelque chose d'autre qui pouvait être de la nostalgie ou du regret, ou peut être simplement de l'épuisement moral. Mais ce qui attira immédiatement et irrésistiblement l'attention professionnelle de Marguerite fut le livre que la jeune femme tenait entre ses mains, sans vraiment le lire, et elle le reconnut instantanément, avec la certitude absolue que donne une vie entière passée à manipuler des livres et à mémoriser des milliers de couvertures et de dos différents. C'était une édition assez rare des lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke dans la belle traduction française de Bernard Grasset, avec sa couverture caractéristique couleur crème, ornée de lettres dorées, et Marguerite se souvint, avec une clarté parfaite, qu'elle avait elle-même vendu cet exemplaire précis quelques semaines auparavant à une cliente dont elle ne se rappelait plus exactement le visage, mais dont elle se souvenait qu'elle avait acheté le livre comme cadeau pour quelqu'un de très cher, à qui elle voulait offrir quelque chose de beau et de significatif. Marguerite échangea un regard complice avec Élisabeth, et puis elle s'approcha doucement de la jeune femme avec la démarche prudente et non menaçante qu'on adopte quand on ne veut pas effrayer quelqu'un qui semble fragile ou vulnérable. Elle s'assit à l'autre extrémité du banc, en laissant un espace respectueux entre elles, et elle sortit de son sac, en cuir, un livre qu'elle avait apporté exprès pour avoir un prétexte naturel pour s'installer là, comme si elle voulait simplement lire au soleil, dans ce cadre paisible et agréable du jardin. Pendant quelques minutes, elle fit semblant de lire son propre livre, tout en observant discrètement du coin de l'œil la jeune femme assise à l'autre bout du banc, et puis elle engagea la conversation de la manière la plus naturelle et la moins intrusive possible, en commentant simplement la beauté exceptionnelle de cette matinée d'automne après tous ces jours de pluie persistante, et en demandant poliment à la jeune femme si elle aimait venir souvent dans ce jardin, particulièrement charmant et tranquille. La femme sembla surprise d'être ainsi interpellée par une inconnue, et elle leva les yeux de son livre avec une expression légèrement désorientée, comme si elle revenait de très loin dans ses propres pensées, mais elle répondit néanmoins poliment, avec une voix douce, mais teintée d'une tristesse audible, que oui, elle venait effectivement tous les matins dans ce jardin, depuis qu'elle avait emménagé dans un appartement du quartier quelques semaines auparavant, après un changement important dans sa vie, dont elle ne précisa pas immédiatement la nature. Elles échangèrent quelques phrases de conversation banale sur le temps et les saisons et les pigeons qui venaient quémander des miettes au pied des promeneurs, et Marguerite sentait qu'il y avait derrière la façade polie et composée de cette jeune femme une douleur profonde et récente qui demandait à être entendue et reconnue,
mais qui ne savait pas comment s'exprimer à une étrangère. Rencontrée par hasard sur un banc, elle décida de prendre le risque d'une approche plus directe et elle mentionna qu'elle avait remarqué le livre que la jeune femme tenait entre ses mains et qu'elle reconnaissait cette édition particulière des Lettres à un jeune poète de Rilke, parce qu'elle tenait elle-même une librairie de livres anciens dans le quartier et qu'elle avait vendu cet exemplaire précis il y a quelques semaines. La jeune femme regarda le livre comme si elle le voyait vraiment pour la première fois depuis qu'elle s'était assise sur ce banc, et son visage se transforma complètement en une expression de douleur nue et de vulnérabilité totale, tandis que des larmes commençaient à monter dans ses yeux, sans qu'elle essaie vraiment de les retenir. Elle expliqua avec une voix qui se brisa à plusieurs reprises que ce livre était un cadeau de son mari qui s'appelait Thomas et qui était décédé dans un terrible accident de voiture il y a maintenant presque 4 semaines. Exactement, qu'il le lui avait offert pour célébrer leur premier anniversaire de mariage quelques jours seulement avant sa mort brutale et totalement inattendue qui avait brisé sa vie en 1000 morceaux impossibles à recoller. Elle dit que Thomas avait acheté ce livre dans une librairie du 6e arrondissement qu'il aimait particulièrement et qu'il fréquentait régulièrement depuis ses années d'études à la Sorbonne toutes proches, et il l'avait choisi spécifiquement parce qu'il savait qu'elle adorait Rilke et parce qu'il voulait lui offrir quelque chose de beau et de rare qui témoignerait de son amour et de sa connaissance intime de ses goûts et littéraires. Elle expliqua qu'elle portait maintenant ce livre avec elle, partout où elle allait comme une sorte de talisman ou de lien physique avec son mari disparu, qu'elle venait s'asseoir sur ce banc tous les matins pour tenir entre ses mains quelque chose que Thomas avait touché et choisi pour elle avec amour, pour maintenir cette connexion fragile avec quelqu'un qui n'était plus là, mais qui restait présent à travers cet objet précieux. Marguerite sentit son cœur se serrer douloureusement dans sa poitrine en entendant cette révélation déchirante, et elle comprit immédiatement et profondément pourquoi cette jeune femme qui s'appelait Sophie, comme elle le leur dit, finalement passait ses matinées assise seule sur ce banc en tenant un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. Ce n'était absolument pas la lecture qui importait dans ce rituel quotidien, mais simplement le fait de tenir entre ses mains tremblantes quelque chose que son mari adoré avait touché et manipulé et offert avec amour, de maintenir ce lien physique et symbolique avec quelqu'un qui avait été arraché brutalement à sa vie, mais qui continuait d'exister dans sa mémoire et dans son cœur brisé. Marguerite lui dit, avec une douceur infinie, qu'elle comprenait exactement ce qu'elle ressentait, parce qu'elle avait elle-même perdu son propre mari. Marcel, il y a maintenant 15 longues années, et qu'elle se souvenait encore, avec une clarté douloureuse, de ces premiers mois terribles où la douleur était si aiguë et si constante qu'on avait l'impression qu'elle ne s'atténuerait jamais et qu'on ne pourrait jamais recommencer à vivre normalement. Elle raconta comment elle avait trouvé du réconfort et même une forme de guérison progressive dans les livres qu'ils avaient lus et aimés ensemble pendant leurs 30 années de mariage, et dans la librairie qu'ils avaient créée à deux avec tant d'amour et de dévouement, et qui continuait à exister
comme un témoignage vivant de leur passion partagée pour la littérature et pour les gens qui aimaient lire. Sophie écouta ces paroles avec des larmes qui coulaient maintenant librement et abondamment sur ses joues pâles, et elle dit que c'était la toute première fois depuis l'accident qui avait tué Thomas qu'elle parlait vraiment et honnêtement à quelqu'un de ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même, que sa famille bien intentionnée et ses amis proches voulaient tous l'aider et la soutenir, mais qu'ils ne comprenaient pas vraiment cette douleur très particulière et presque insupportable qui venait du fait de perdre, soudainement et définitivement, quelqu'un avec qui on avait prévu et imaginé de passer absolument toute sa vie future. Marguerite hocha la tête avec une compréhension profonde née de sa propre expérience similaire. Et elle invita spontanément Sophie à venir visiter sa librairie quand elle se sentirait prête émotionnellement pour cela, qu'il y avait là, non seulement des livres magnifiques qui pourraient peu être lui apporter un certain réconfort dans ces moments difficiles, mais aussi d'autres personnes qui aimaient passionnément la littérature et qui comprendraient peu être mieux que quiconque cette manière très particulière de trouver du réconfort et même une forme de guérison dans les pages, dans les mots écrits par d'autres êtres humains qui avaient eux aussi connu la souffrance et la perte. Élisabeth, qui était restée discrètement en retrait pendant toute cette conversation, s'approcha alors doucement et se présenta à Sophie, et les trois femmes restèrent assises ensemble sur ce banc près de la fontaine Médicis, pendant encore une bonne heure à parler de livres et de deuil et de solitude, et des manières dont on peut essayer de continuer à vivre quand on a perdu quelqu'un d'essentiel. Il y avait dans cette rencontre improbable quelque chose de profondément humain et de touchant. Trois femmes de générations différentes, réunies par le hasard et par leur amour commun des livres et par leurs expériences respectives de la perte et de la solitude. Les semaines et les mois qui suivirent cette rencontre matinale au jardin du Luxembourg virent Sophie devenir une visiteuse de plus en plus régulière de la librairie de Marguerite, où elle trouvait non seulement des livres soigneusement choisis qui l'aidaient progressivement à traverser son deuil terrible, mais aussi, et peu, être surtout une petite communauté chaleureuse de lecteurs bienveillants qui l'accueillaient sans jugement et qui respectaient profondément son besoin d'aller à son propre rythme dans le processus long, douloureux de la guérison. Élisabeth et Sophie développèrent une amitié particulière et touchante qui transcendait leurs 30 années de différence d'âge, basée sur leur amour commun de la poésie et sur leur compréhension mutuelle de ce que signifie perdre quelqu'un qu'on aime profondément. Élisabeth commença à inclure dans son carnet violet de magnifiques observations sur la manière dont Sophie évoluait graduellement au fil des semaines de la douleur aiguë et paralysante des premiers temps vers une forme plus douce de mélancolie et finalement vers une acceptation paisible qui lui permettait de recommencer lentement à envisager un avenir possible. Marguerite continua à exercer et à développer son talent naturel de détective littéraire en observant attentivement tous les gens qui fréquentaient sa librairie et en déchiffrant avec une perspicacité croissante les histoires cachées
les vies secrètes qui se révélaient à travers les livres qu'ils achetaient ou vendaient. Elle découvrait qu'elle avait un don particulier pour voir les connexions invisibles entre les gens qui semblaient, au premier abord, n'avoir rien en commun, et pour comprendre comment les livres servaient souvent de pont fragile mais précieux entre les âmes solitaires qui cherchaient les unes les autres sans toujours savoir exactement ce qu'elles cherchaient. 1 an jour pour jour, après avoir trouvé le carnet violet abandonné entre les volumes de poésie symboliste, Marguerite organisa dans sa librairie une soirée littéraire spéciale qu'elle annonça avec des affiches élégantes placées dans sa vitrine et dans quelques autres commerces du quartier. C'était une soirée de lecture publique où Élisabeth avait finalement accepté, avec un mélange de fierté et de terreur, de lire pour la toute première fois devant un vrai public quelques extraits soigneusement choisis de ses carnets d'observations parisiennes qui s'étaient maintenant multipliés en 4 volumes distincts remplis de descriptions magnifiques. Le soir venu, la petite librairie était remplie à craquer d'une 50aine de personnes au moins qui s'entassaient entre les rayonnages et qui s'asseyaient sur les quelques chaises pliantes que Marguerite avait installées pour l'occasion, créant une atmosphère chaleureuse et intime qui ressemblait presque à un salon littéraire du XIXe siècle. Il y avait les clients réguliers de la boutique qui connaissaient et appréciaient Marguerite depuis des années, mais aussi des nouveaux venus, attirés par les affiches et par la promesse d'une soirée consacrée à la littérature d'observation urbaine. Sophie était assise au premier rang avec une expression de soutien affectueux et d'encouragement pour son amie Élisabeth, qui s'apprêtait à partager pour la toute première fois ses écrits intimes qu'elle avait gardés secrets. Pendant si longtemps, elle tenait entre ses mains le livre de Rilke que Thomas lui avait offert et qu'elle portait encore partout avec elle, même si la douleur aiguë des premiers temps s'était progressivement transformée en une nostalgie plus douce et plus supportable qui lui permettait maintenant de penser à son mari disparu avec un sourire mélancolique plutôt qu'avec des larmes de désespoir. Quand Élisabeth se leva finalement et s'avança vers le petit pupitre que Marguerite avait installé près de la fenêtre, un silence profond et respectueux s'installa progressivement dans la librairie remplie de monde. Élisabeth ouvrit son carnet violet avec des mains qui tremblaient légèrement d'émotion et de nervosité, et elle commença à lire, d'une voix douce mais claire, ses descriptions de Paris et de ses habitants avec cette sensibilité et cette profondeur qui avait tant touché Marguerite lors de sa première lecture quelques mois auparavant. Elle lut d'abord la toute première observation qu'elle avait écrite il y a maintenant plus d'1 an, celle de la vieille dame nourrissant les pigeons au jardin du Luxembourg, et sa voix donnait vie aux mots écrits, en révélant toutes les nuances d'émotion et de compréhension humaine qu'elle avait essayé de capturer sur le papier. Puis, elle lut plusieurs autres passages, soigneusement choisis. Une description d'une jeune mère avec son bébé, une observation d'un vieil homme nourrissant les canards, une scène de café avec 2 étudiants discutant de philosophie. Et à chaque lecture, les auditeurs étaient de plus en plus captivés par la beauté de ces moments ordinaires
transformée en poésie par la seule force de l'attention et de l'empathie. Quand la lecture se termina après environ 40 minutes, qui avaient semblé passer en un instant, il y eut un long moment de silence ému et recueilli avant que les applaudissements n'éclatent chaleureusement dans toute la librairie. Les gens se levaient pour féliciter Élisabeth et pour la remercier d'avoir partagé ses observations magnifiques qui leur avaient fait voir Paris et ses habitants sous un jour complètement nouveau, et plusieurs personnes lui demandèrent si elle avait l'intention de publier ces textes sous forme de livres, parce qu'ils pensaient sincèrement que beaucoup de lecteurs seraient touchés par ce travail unique. Marguerite observait toute cette scène avec une satisfaction profonde et paisible qui lui réchauffait le cœur, et elle comprenait, avec une clarté émue, que sa petite enquête pour retrouver le propriétaire d'un carnet violet perdu avait déclenché une magnifique chaîne d'événements qui avait touché et transformé plusieurs vies de manière inattendue et merveilleuse. Elle avait non seulement permis à Élisabeth de trouver enfin le courage de partager son talent d'écrivain caché avec le monde extérieur, mais elle avait aussi créé un espace chaleureux et accueillant où Sophie avait pu commencer progressivement à guérir de son deuil terrible, entourée de gens qui comprenaient intimement le pouvoir thérapeutique et même salvateur des mots et des histoires partagées. Dans les mois qui suivirent cette soirée mémorable, Élisabeth trouva effectivement un petit éditeur indépendant parisien qui accepta avec enthousiasme de publier une sélection de ses carnets d'observation sous le titre simple et évocateur de Regarder Paris. Le livre rencontra un succès modeste, mais réel, auprès des lecteurs qui appréciaient cette forme de littérature contemplative et humaine, et plusieurs critiques littéraires le comparèrent favorablement au journal de Jules Renard et aux essais urbains de Walter Benjamin. Sophie, de son côté, commença lentement à reconstruire sa vie, en trouvant un nouveau travail qui lui plaisait vraiment, et en développant de nouvelles amitiés profondes avec les gens qu'elle avait rencontrés à la librairie de Marguerite. Elle continuait à porter l'alliance de Thomas et à chérir le livre de Rilke qu'il lui avait offert. Mais elle avait appris à porter son deuil avec plus de grâce et moins de douleur paralysante en honorant la mémoire de son mari, disparu en vivant pleinement au lieu de simplement survivre dans une sorte de purgatoire émotionnel. Marguerite continua à tenir sa librairie bien-aimée, qui était devenue au fil des mois non seulement un commerce de livres anciens, mais aussi et surtout un lieu de rencontre et de connexion humaine pour tous ces lecteurs solitaires qui trouvaient là un refuge chaleureux et une communauté bienveillante. Elle avait compris que son véritable talent n'était pas seulement de vendre des livres, mais aussi, et peut, être surtout de créer des ponts entre les gens et de révéler les histoires cachées qui attendaient d'être découvertes et partagées. J'espère que cette histoire vous a apaisé, vous a touché profondément, vous a accompagné doucement vers le sommeil et vers vos propres rêves de mystères doux qui se résolvent en révélations apaisantes sur la bonté humaine et sur les connexions invisibles
qui nous relient tous les uns aux autres. Rappelez-vous que parfois les plus belles découvertes ne sont pas des solutions à des crimes dramatiques, mais plutôt des compréhensions profondes sur la nature humaine et sur la manière dont nous sommes tous reliés par des fils, invisibles de compassion et d'empathie mutuelle, que chaque objet perdu raconte une histoire qui mérite d'être écoutée avec attention et respect, et que l'observation attentive du monde qui nous entoure peut révéler des beautés insoupçonnées, cachées dans les vies les plus ordinaires. Reposez-vous bien maintenant dans la certitude que la bienveillance et l'attention portée aux autres peuvent transformer des vies de manière profonde et durable, et que les librairies et les livres sont bien plus que de simples objets commerciaux, mais plutôt des lieux et des objets magiques qui créent des ponts entre les âmes solitaires en quête de connexion et de sens. Que votre nuit soit paisible et que vos rêves soient remplis de carnets violets, remplis d'observations magnifiques et de rencontres improbables qui changent tout pour le meilleur. Bonne nuit.